Et mon grand-père, qui au démarrage était boulanger, s'est lancé dans l'ébénisterie et est devenu un super artisan. Il était très connu. Il était très, très connu. La famille Savio, c'est une famille qui habitait le Tournant-Revigo, à Alger. C'était Algerville, c'était un quartier qui s'appelait le Tournant-Revigo. Mon grand-père avait pignon sur rue, là. Il avait monté une petite entreprise de menuiserie, et après, ça avait évolué. C'était vraiment une belle petite entreprise. Donc, mes grands-parents, mon grand-père était menuisier, et les frères de mon père, il y a beaucoup de menuisiers aussi. Sur les 5 garçons, on doit retrouver au moins 3 menuisiers. Hein? Mes oncles, Charles, Marcel, mon père, Georges, Léon, Ernest, Fernand, donc 6 garçons, et la petite dernière, Tata Madeleine, ouais, Maillet, épouse Maillet. Voilà, donc après, j'ai pas mal d'oncles qui sont restés, qui étaient installés autour Nord-Revigo aussi, et qui travaillaient chez mon grand-père. Et il y en avait 2 ou 3 qui étaient pompiers professionnels. Donc les pompiers professionnels, vous savez comment ça travaille, hein, ça travaille 24 heures d'affilée, et puis ça se repose 24 heures. Donc ils travaillaient 24 heures d'affilée pompiers, et puis les autres 24 heures, ils étaient menuisiers chez mon grand-père. Voilà. Ça fait partie aussi, si vous voulez, ça fait partie de la vie du Pied-Noir. On était toujours proches les uns des autres. Mes oncles travaillaient un peu avec mon grand-père aussi. Mon père, lui, avait changé de voie, il était mécanicien, mais il voyait ses frères. Il ne se passait pas un mois ou un mois et demi sans qu'il aille voir ses frères, ou sans que ses frères viennent chez nous. Ça aussi, ça faisait partie de la qualité de notre vie. Alors, nous n'étions pas plus riches que les Français de Marseille, mais nous avions, je pense, une qualité de vie qui était vraiment idéale. Donc, à l'école, il n'y avait pas de pied noir, il n'y avait pas de pied blanc ou de pied palmé. Hein. Nous étions des Français et des musulmans et des Arabes. Voilà. Bon, après, mais dans l'ensemble, ça passait très bien. Quand on a 10, 12, 14 ans, on est copains. On regarde pas si c'est un grec ou on sympathise voilà. À l'école, ça fonctionnait hyper bien. Bon, après, c'est sûr que il y a toujours eu une petite différence, dans le sens où nous étions, on avait un peu plus d'éducation. On était un peu plus entourés dans nos familles, hein, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vivaient dans, on va dire, les gourbis. Vous en avez entendu parler sans doute. Hein. Bon, ils se regroupaient, ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour être des locataires, et puis c'était leur mode de vie. C'était des maisons un petit peu, hein, qui s'agrandissaient avec la famille. Hein. Ils employaient beaucoup les fûts de 200 litres, hein, qui étaient coupés. Voilà. Bon, le climat était beaucoup plus clément qu'ici. Ça supportait qu'on puisse vivre dans des gourbis, voilà. Hein. Donc, nous, on avait pas mal de copains qui habitaient dans ces espèces de maisons, mais ça portait pas beaucoup de préjudice. Après, au niveau de la scolarité, je veux dire que moi, dans ma classe, il y avait 2 gamins, les deux meilleurs de l'école, c'était 2 Maghrébins. Il y en a un qui s'appelait, je n'oublierai jamais, parce qu'il était il était doué, sans doute, avec un QI très très important. Hein, il y en a un qui s'appelait Guercha, un Rabat,
et le deuxième s'appelait Zekmi, hein, Houssine. Après, on était, bon, il n'y avait pas de l'enseignement, il était le même pour tous, hein, il n'y avait pas une éducation spéciale pour les Français d'Algérie, on va dire les Français, hein, on va plus, hein, et puis une éducation pour les Arabes, non, on était là même dans la classe, tout le monde était là, bon voilà. Vous parliez de l'école. Oui. Ah oui, moi j'ai connu l'école laïque. Hein. Oui. Alors, notre instituteur, c'était M. Kadéak. Oui. Kadéak, il était du sud-ouest. Hein. Hein, c'était comment ça s'appelle, les gens du sud-ouest, là, vous savez, les descendants d'Artagnan et tout. D'ailleurs, il a le nez busqué. Il a le nez busqué. Enfin, il n'avait jamais été aussi, il était un vrai pied noir. Un vrai pied noir. Alors, ça, je vous dis pas, il avait récupéré une école où il n'y avait rien. C'était en 45. En 45, il est arrivé là. Bon, c'était une classe en bois. Il avait tout transformé. C'était un petit musée. C'était un petit musée de collection de papillons, collection de coléoptères, les travaux manuels. Il nous faisait faire des blasons de toutes les régions françaises. Ça faisait partie des travaux. Les plus beaux étaient pris et affichés tout le long. C'était merveilleux. Et il savait tout. Il savait tout. Et il vous a beaucoup apporté, ce monsieur. Ah oui, il était monsieur Kadéak, Roland Kadéak. Ah, ouais. En plus, moi je le connaissais bien parce que mon père était mécano. Mon père, il était mécano, comment je pourrais dire, c'était un travailleur d'occasion, mon père, voilà, on va le dire comme ça, hein, puisqu'on était commerçant aussi. Donc il faisait le mécanicien, mais pour se faire plaisir. Il faisait payer, il faisait pas payer. Il entretenait notamment la voiture de M. Kadéak. C'était une 201 Peugeot, vous voyez, un peu. Hein. Alors donc, quand ça n'allait pas, le père Kadéak, il voyait toutes les semaines ou tous les 15 jours, et mon père qui lui parlait de sa voiture. Et une ou deux fois, allez, Michel, ça va pas, truc, machin. À l'époque, ils n'étaient pas pour pénaliser la fessée. Hein, moi, je vous dis que... Hein, bon, voilà. Donc, alors, malgré ça, hein, rien que d'en parler, je suis très ému. Je suis très ému. Alors, oui, cette classe-là, il y a de tout. Ben, il y a pas mal d'Européens quand même. Ah, je pourrais vous les nommer tous un par un. Hein. Et pourtant, elle a cette photo, elle a combien? Moi, j'ai 84 ans, donc moins 10, elle a 74 ans, cette photo. Il n'y a pas très longtemps, mais ça m'a fait très plaisir. Vous êtes où sur la photo? Ben, moi, un coup de bol. C'est moi qui tiens Michel. C'est moi qui tiens l'affiche du lotissement Michel. Ouais, la qualité de la vie en Algérie. Alors, je parle d'Alger, hein, je parle de ce que je connais. Je suis né dans le département d'Oran, moi. Je suis né à Mostaganem. Mais je n'ai pas vécu à Mostaganem. Je suis algérois. Donc, Alger, un pays, une ville neuve. Hein, vous avez eu des photos d'Alger, je suppose. Hein. On se croirait, c'est un petit Paris avec une architecture comme on trouve à Paris, avec haussmannienne. Hein, les bâtiments haussmanniens, magnifiques, avec tout le confort. Après 1875, après 1820 déjà, ça a progressé. Déjà, on commençait les rues qui traçaient, c'était des rues droites, c'était bon. Alors, au bord de mer, au bord de la Méditerranée, c'est pas la même chose, c'est pas l'Atlantique. Donc, des plages partout,
des plages partout. Pour tout, je parle des villes côtières. Hein. Après, il y avait l'intérieur des terres aussi, hein, où les gens n'étaient pas malheureux. C'était des belles villes aussi, mais où c'était différent. Hein. Donc, Alger, donc la mer. Moi, je travaillais entre midi et 2. Hein, je rentrais pas chez moi. Hein, je prenais ma moto et j'allais à la plage, casser la croûte, hein, ou j'allais à la piscine du Rua. C'est une piscine qui était construite dans la mer. Hein. C'était magnifique. Bon, et puis, donc la mer. Après, il y avait la montagne à 100 km. La montagne, c'était Créa. C'était pas loin, hein, c'est 100 km. Après, le ski s'était réservé quand même à une partie, disons, une partie un peu huppée, hein, parce que à l'époque, quand même, il n'y avait pas d'installation à Créa, c'était une petite station, donc c'était quand même assez cher et donc c'était utilisé un petit peu par la bourgeoisie, mais il y avait la possibilité d'aller à Créa. Après, le littoral, vous étiez à Alger, 50 km. Hein, 50 km, vous étiez à Blida. Blida, c'est où il y avait toutes les orangeries d'Algérie, là, des hectares et des hectares d'orangers, de mandariniers. Bon, ça, c'était la plaine du Sahel. Et puis, vous montiez à Médéa, en passant par le ruisseau des Singes. C'était dans la montagne. Une nationale dans la montagne qui grimpait dans la montagne. On s'arrêtait. Moi, j'ai été souvent avec mes parents. On avait une petite voiture, hein, c'était une 201 Peugeot, je crois. Et donc, avant de partir, on faisait le plein d'eau, le plein vérifié, hein, pour faire 100 km. Hein. Hein, mais les derniers 50 km entre Blida et Médéa, ça montait. Mais on s'arrêtait, il y avait des cascades, on s'arrêtait sur le bord des cascades pour casser la croûte, à Camp des Chênes. Il y avait des singes qui descendaient de la montagne, qui venaient nous piquer, c'était magnifique. Et Médéa, c'était sur les hauts plateaux. Alors, une jolie ville qui donnait alors après c'était la dernière grande ville sur les hauts plateaux. Après, nous allions sur les territoires du sud. Après, sur Alger, vous aviez, c'était un petit peu beaucoup comme l'Espagne. Quand vous étiez à Alger, à partir le printemps, vous alliez le soir, vous alliez manger des brochettes sur Fort-de-l'Eau. Alors, Fort-de-l'Eau, c'était le potager de la ville d'Alger. Et plus que la ville d'Alger. Ça veut dire qu'il s'était installé sur Fort-de-l'Eau, c'était la population à l'origine, c'était des Mahonnais. C'était des gens qui venaient de l'île de Mahon. Hein, un petit peu des Espagnols et tout, et qui s'étaient spécialisés dans la culture maraîchère. Donc, à Fort-de-l'Eau, c'était le marché d'Alger. Des tomates, des poivrons, des aubergines, on trouvait tout. Hein. Et alors, il y avait une grande avenue, et de chaque côté de cette avenue, c'était des bistrots avec des grandes terrasses, et tous les propriétaires faisaient griller des brochettes. Alors vous voyez ce que ça donne un peu, hein, une grande rue avec des bistrots. Mais Fort-de-l'Eau, c'était à 15 km d'Alger, ouais, toujours très restreint dans les dimensions. Hein. Aller à Fort-de-l'Eau, c'était pas on va à Fort-de-l'Eau, on va à Fort-de-l'Eau. Hein, on buvait une anisette et on mangeait des brochettes. Hein, c'était pas un extra, ça faisait partie de notre vie. Hein, et puis c'était pas ruineux. Les gens qui travaillaient, ils pouvaient se payer des brochettes à Fort-de-l'Eau, aller boire 2-3 anisettes. C'était vraiment, hein, des gens très accueillants, un petit peu
un mot d'espagnol un petit peu avec cette odeur de viande. Et puis là, les brochettes, c'était pas des brochettes de Don Dono que vous trouvez à Super U ou autre, non. C'était des brochettes du foie, du cœur, des rognons, ou du gigot d'agneau. Bon, alors, après Fort-de-l'Eau, vous aviez Cap-Matifou, vous aviez... Alors, on allait le dimanche ou le samedi, nous allions faire des oursins. Alors là aussi, moi, mon père, il rassemblait... tiens, des fois, il y avait les jeunes, allez, tiens, on va faire des oursins. Bon, il vidait le café, lui. Hein. Ma mère restait sans client, lui, il vidait le café. Il chargeait sa voiture, on allait faire des oursins. À Jean-Bart ou à Fort-de-l'Eau aussi. Des oursins, on en trouvait. On avait des espèces de carreaux, là, on ramassait des oursins, alors on cassait la croûte sur le bord de l'eau, et puis on rentrait, on ramenait une corbeille d'oursins qu'on finissait de manger à la maison avec une bonne anisette. Voilà, c'était... Hein, bon, en plus, vous dites, moi, c'était un petit peu... On était privilégiés puisqu'on habitait la ville tout en étant à la campagne. Donc, c'était vraiment l'idéal. Voilà. Moi, je travaillais à Algéville. Et j'allais travailler, j'avais une moto. Alors, j'ai toujours eu une moto, je faisais le trajet 4 fois par jour, ou alors j'allais manger à la plage, hein, je rentrais chez moi déjeuner. Et le soir, en rentrant, on terminait à 6h, à 6h30, 7h15, on était à la maison, on avait le temps d'aller faire une partie de boule, parce qu'il faisait jour jusqu'à 22h. Hein, en tricot de peau, on allait jouer au boule, ou on allait jouer au ballon. Voilà, c'est irremplaçable, ça, cette qualité de vie. Alors, les gens vous disent, oh, les pieds noirs, ouais, ils avaient on n'avait pas de sous, c'est pas vrai, on n'avait pas de sous, oui, on avait des sous comme partout, hein, comme tous les gens qui travaillent. Il y avait des clochards aussi, hein. Il y avait des clochards aussi, donc, mais bon, après, le commun des mortels qui avait un boulot, bon, puis il y avait du travail, il n'y avait pas de chômage à l'époque. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas de chômage. Donc, en plus, moi j'étais au bâtiment. Donc, au bâtiment, quand le bâtiment va, hein, donc j'étais technicien du bâtiment, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais beaucoup de chance de pouvoir faire mon trou, donc j'avais un bon petit job, j'étais bien payé, je gagnais bien ma vie en tant que célibataire. Après, je me suis marié, j'ai changé un petit peu. On a fait un tas de trucs parce que enfin, je ne sais pas si c'est une généralité, mais je pense que c'est comme un peu les gens du Midi. La situation, elle s'adapte un petit peu au genre de vie qu'on mène. Hein. Nous, on a fait un peu de tout en Algérie. Hein. On a fait du négoce. J'ai lâché le bureau d'études parce que je gagnais ma vie, mais enfin, hein, on a toujours envie de gagner un petit peu plus. J'avais un beau-frère qui avait ça s'appelait Biscodux, biscuiterie, confiserie de luxe. Hein. Il vendait des biscuits Gondolo. Alors il avait les biscuits Gondolo lui avaient offert 2 camionnettes, les petites camionnettes 2 chevaux Citroën, vous savez, en tôle ondulée. On n'en voit plus maintenant. Donc il représentait Gondolo, il vendait des biscuits Gondolo. Alors des biscuits et puis des conserves de luxe aussi. Et puis après, pendant les événements, on a gagné un petit peu de sous. Parce qu'on allait dans des coins où personne ne voulait y aller. Où il y avait quand même les militaires qui étaient installés. Hein. Les militaires étaient installés, mais c'était très dangereux d'y aller. C'était très dangereux. Il y avait des convois qui faisaient l'ouverture de route. Le matin, ils ouvraient la route, et le soir, ils fermaient la route. Et la nuit, on ne circulait pas. Donc la route était bouchée, hein, et nous, on allait là, ici. Alors on a commencé à vendre des biscuits, puis il y avait les gens qui habitaient dans les petits villages aussi.
Alors on vendait des biscuits, on vendait des conserves, des bonnes conserves, des conserves de luxe, Rénal et Roclore. Et puis après, les gens, pour Noël, les militaires notamment, vous ne pouvez pas nous porter des pâtisseries, alors on leur portait des pâtisseries. Alors nous, on vendait aux Arabes, on vendait aux Français, mais dans notre camionnette, il y avait des pâtisseries, il y avait des jambons, donc il y avait du porc, on vendait même des soubresautes, ils nous commandaient des soubresautes qu'on achetait à Alger chez des charcutiers, on leur emmenait de la soubresade et des biscuits des biscuits, des conserves, et tout était mélangé dans la voiture, hein, personne ne demandait rien. Hein. L'épicier kabyle, chez qui on vendait des biscuits ou des bonbons, il ne nous demandait pas si c'était mélangé avec la soubresaute. Hein. Ce qui l'intéressait, c'était de vendre un peu ça, de vendre un peu notre camelote. Voilà. L'image que j'ai, moi, des Français d'Algérie, c'est par rapport à mon grand-père, tout ça, c'est les copains, le café, la nisette, les rigolades entre copains. Ah oui, oui. Oui. Connu, ça, la kémia. Alors, on allait, tu vas à tel bar, hein, tu fais ton repas, hein. Alors on allait à tel bar parce que les soucoupes, la kémia c'était des soucoupes, alors tout à touche, tout le long du bar, de tout. On trouvait des olives cassées, des olives noires, des olives vertes, des tramours. Les tramours, c'est les lupins. Vous connaissez? Non. C'est les lupins. Vous ne connaissez pas les lupins, c'est en français. Bon, donc il y avait des tramousses, il y avait des bliblis. Et vous ne connaissez pas les bliblis non plus. Les bliblis, c'est des pois chiches grillés. Et bien salés, bien sûr. Des sardines grillées, des anchois fourrés, des petits rougets, à l'époque des rougets, des petites fritures de rougets. Alors, il y avait vous faisiez le repas. Mais on allait à 4, c'était 4 anisettes ou 4 muscats, ou hein, chacun sa tournée. Bon, c'était des petits verres. Bon, il y en a qui buvaient pur l'anisette, mais enfin, moi je buvais pas toujours de l'anisette. Oui, je buvais de l'anisette aussi, mais dans un grand verre bien coupé avec de l'eau. Hein, alors, mais alors l'apéro, ça durait quelquefois. Vous alliez boire l'apéro et 2 heures après, vous étiez toujours en train de boire. Alors, moi, je vous dis, mes parents étaient bistroqués, donc j'ai connu ça. Après, chez nous, oui, il y avait la kémia aussi, mais c'était pas, c'était les olives cassées, beaucoup. Les gens venaient, et puis ils mangeaient les petits trucs, et puis alors on avait la clientèle attitrée, hein, on avait des buveurs d'anisette, on a connu des clients qui buvaient 50 anisettes le dimanche. Hein. Ah oui, ils arrivaient à 10h, ils terminaient à 1h, et puis ils allaient faire la sieste et déjeuner chez eux, ils revenaient à 4h, et le soir à 6h, 6h30, 7h, ils étaient encore en train de boire l'anisette, c'était 50 anisettes. Hein. Et le café, ça donne l'impression, quand j'entends raconter, c'était un peu le coin où se retrouvaient les gens, les copains un peu. Ah, ben oui, c'était convivial. C'était convivial. C'était pas, on n'allait pas au café pour boire. On allait, on va prendre l'apéro. Alors, il y a la partie de cartes. Chez moi, les clients passaient. Alors, mon père était dur. Hein. Mon père était dur, mais ma mère était très commerçante. Alors, les clients, ils passaient les artisans. Les artisans ou les petits commerçants. Ah, tiens, Madame Savio, tiens, on s'arrête, on va prendre l'apéro. Oh, c'est le père Savio. Voilà, donc, alors le soir, c'était la partie de cartes. Ils venaient, et puis, donc à 4, ça faisait 4 tournées, hein. 4 tournées. Le perdant payait sa tournée, et puis l'autre, s'il avait gagné les 3 parties, il payait sa tournée aussi, mais ça durait 2 heures. On travaillait jusqu'à 6 heures en Algérie. On reprenait à 2 heures, 6 heures.
On travaillait 8h midi, 2h, 6h, 7 jours par semaine. Non, pas 7 jours, 6 jours, 6 jours par semaine. Moi, j'ai connu la semaine à 6 jours. Et après, le samedi matin. On a eu le samedi après-midi. Le samedi, j'ai toujours travaillé ou le matin ou l'après-midi, tout le temps. Hein, j'ai connu ça. C'était la semaine de 48 heures. Hein. C'était la semaine de 48 heures. Mais le soir, on sortait à 6h30, à 7h, 7h moins quart. Moi, j'étais rendu. On allait faire une partie de pétanque. Hein. Pas une partie, 2-3 parties de pétanque. Hein. Après, on rentrait, oui, on prenait une cristal, une tomate ou alors, comment ça s'appelait, un perroquet. Avec de la menthe. Avec la menthe, ou alors une moresque. C'était avec de l'orgeat. Voilà, alors, c'était sympa. C'était sympa. Ça, c'était les belles années, ça. Ça, c'était les belles années. Oui, mais même pendant les événements, pendant longtemps, pendant les événements, ça a été aussi... les gens se forçaient un petit peu. Non, où ça s'est vraiment gâché, c'est après les accords d'Évian, quand ça a été officiel. Quand on s'est dit, bon, ben maintenant, si on ne bouge pas, on est cuit. Donc là, ça a été vraiment... Là, ça a été terrible. Ça a été terrible. Pendant les événements de la guerre d'Algérie, est-ce que vous vous souvenez les premiers attentats, les premières tueries qui se sont passées? Est-ce que vous n'aviez pas peur, ainsi de suite? Comment vous avez ressenti ça? C'est-à-dire que nous, qui étions, on va dire, en ville, bon, on n'a pas senti... on ne parlait pas d'attentats à cette époque-là. On ne parlait pas d'attentats. Il y avait les attentats, oui, du côté de chez vos parents, là-bas, sur Tizi Ouzou. Dès que vous sortiez de Tizi Ouzou, que vous grimpiez dans la Kabylie. Vous savez, les Kabyles, c'est une race... Les Kabyles, ce sont les vrais autochtones. Hein, ils n'ont jamais admis le diktat des Arabes. Il y a toujours eu des frictions très importantes entre les Kabyles et les Arabes. Hein. Donc, avec les Kabyles, il n'y avait pas trop de soucis, mais c'est vrai qu'il y a eu des attentats. Alors, des attentats qui, après, dans tous les mouvements où il y a des révolutionnaires, il y a beaucoup d'aventuriers aussi. Alors, est-ce que ces premiers attentats, il y a eu des attentats qui ont été très sanglants. Bon, et quand il y a un attentat, après, le problème s'est réglé aussi. Il y a eu des répressions. Et quand le sang coule, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Alors, ça a progressé un petit peu progressivement. On est arrivé à un état de... non pas de guerre. Après, sur le terrain, que vous dire? Sur le terrain, le problème était réglé. L'armée française
avait réussi à juguler complètement sur le terrain. La guerre était gagnée avec le réseau électrifié sur la Tunisie. C'est fini, ça passait plus. Et quand ça passait, ils avaient vite fait d'envoyer des hélicoptères, des troupes aéroportées, ça, c'était réglé. Hein. Alors il y avait encore quelques problèmes avec la Tunisie parce qu'il y avait la frontière, mais la frontière, le réseau électrifié, il était très 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 efficace. Il y avait, je ne saurais vous dire combien qu'il y avait de milliers de militaires en Algérie, mais il y avait un quadrillage qui était très 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 important, très important. Du côté du Maroc, c'était moins virulent, parce que les Marocains, le Maroc était beaucoup plus stable. Déjà, il n'y avait pas eu d'événements qui ont marqué vraiment. Sur le terrain, le problème était réglé. La seule chose qu'il y avait, c'est des attentats. Alors les attentats, c'est difficile à juguler, parce que c'est vrai que on disait toujours le jour où il y a 10 millions de musulmans qui sont pro-français. Et la nuit, il y a 10 millions de musulmans qui sont pro-islamiques. Bon, rien ne ressemble plus à un musulman islamique qu'un musulman qui n'est pas islamique. Hein. Donc, la discrimination était très difficile. Alors ça, c'est là où il y avait les services de renseignement. Après, vous savez, dans les conflits armés, il y a... il y a toujours des abus qui sont commis. Alors, est-ce que... il est très possible aussi que du côté français, il y a eu comment on dit, des bavures, hein. Mais les bavures, elles étaient de l'autre côté aussi, parce qu'il y a eu combien de Français, des propriétaires de petites exploitations, hein, ou d'exploitations qui ont été assassinés, jamais par leurs employés. Parce que comment ça fonctionnait, ces fermes? Ça fonctionnait uniquement avec des ouvriers, avec des Maghrébins, hein, qui vivaient à la ferme ou autour des fermes. C'était toujours des gens qui venaient, des gens de l'extérieur qui venaient et qui profitaient, ou s'il n'y avait pas de défense, d'égorger les colons. Donc ça, c'est un petit peu généralisé, mais je parle au niveau de la guerre d'Algérie, sur le plan de l'armée, le problème était complètement réglé. C'était réglé, il n'y avait plus de grosses, il n'y avait pas de grosses opérations. Ça fonctionnait à coup d'attentat. Jusqu'en 1956, on pouvait encore... en Algérie, il y avait les fêtes de village. Il y avait la fête de Kouba. Alors pendant 3 jours, c'était la fête de Kouba. À Kouba, c'était le 15 août. Hein, donc il y avait la fête, il y avait le bal. Il y avait le bal sur la place, le feu d'artifice. Donc on faisait, nous, les jeunes, avant de partir au régiment, donc à 20 ans, on faisait tous les bals de tous les alentours. Mais après, même déjà en 56, c'était un petit peu... On n'osait plus trop parce qu'il y avait des attentats dans les bals. Il y avait des attentats, il y avait sous les tables ou sous les chaises des bombes artisanales qui explosaient. Donc on n'osait plus, ou des voitures qui passaient mitraillaient. Donc déjà, il fallait faire très attention. Hein, bon, les filles, elles sortaient plus, hein, parce qu'elles avaient un peu la frousse. Les parents... Hein, tout le monde sortait, les filles sortaient avec leurs parents dans les balles, bon, hein, et puis alors en revenant de 56, là, c'était...
c'était pire. En 60, bon, là, ça a commencé vraiment, ça a commencé la débâcle. Donc là, il n'y avait plus de balles, il n'y avait plus les attentats de la Corniche. Vous avez sans doute entendu parler au casino de la Corniche, où ils ont mis, c'était un samedi, un dimanche. C'était un casino qui faisait balle. Et ils ont mis des filles qui sont rentrées et qui avaient caché des bombes artisanales et qui ont fait exploser des bombes, des amputations sur place et tout, ou alors à l'automatique aussi, au Milk-Bar aussi. Au Milk-Bar, c'était un endroit rue Pin, à la rue d'Isly, où les filles avaient mis des bombes. Et qui ont fait péter ça en plein après-midi. Donc, c'était très, très difficile. Est malheureusement décédée l'année dernière à l'âge de 77 ans. Elle était l'une des grandes figures des Moudjahidas. Qui était Danielle Mine, devenue un jour Jamila? Alors, c'est une Française métropolitaine. Elle est née à Neuilly en 1939, de parents communistes. Quand la guerre commence, ses parents, évidemment, adhèrent aux idées d'indépendance du FLN. Ils sont expulsés par l'administration d'Alger. Mais Danielle, à l'âge de 17 ans, 1956, entre dans les réseaux de soutien au FLN dans sa branche communiste. Et en 1957, elle n'a que 17 ans, elle rejoint le commando que le FLN à l'intérieur de la Casbah, pendant la bataille d'Alger qui va occuper toute l'année 1957, elle va être une des porteuses de bombes et elle va déposer une bombe dans un des cafés le même jour pendant que des amis à elle posent des bombes dans d'autres cafés. Ce sont 3 attentats spectaculaires qui font 4 morts, 37 blessés. Et le FLN avait besoin de femmes qui avaient des allures modernes et européennes pour qu'elles puissent sortir et rentrer à la barbe des soldats. Et Danielle Mine, elle, avec ses origines européennes, évidemment, échappait à la suspicion des soldats, faisait rentrer et sortir des messages, des armes, et quand il a fallu, des bombes. Arrêtée, condamnée à 7 ans de prison. Elle reste en prison jusqu'en 62 en métropole, en France, à Rennes. En 62, elle est élargie grâce aux accords d'Évian. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle opte pour la nationalité algérienne. Elle revient à Alger et elle sera, du fait de sa nationalité algérienne, la première historienne diplômée de l'Algérie indépendante. Elle va donc étudier, préparer un doctorat d'État, enseigner la sociologie. Et quand la guerre civile éclate en 1992, encore elle repart en métropole, elle vient en France, elle trouve un poste de sociologue à l'université de Toulouse, le Mirail. Le gouvernement français, après, a commencé à parler d'indépendance et tout. Hein, je parle après 58, où alors tous les Français, c'était avec notre président Charles de Gaulle. Alors là, c'est pas le copain des Français d'Algérie, hein, parce que moi, j'estime que c'est un malhonnête. Bon, après, le pire qu'il y a eu, c'est ces accords d'Évian. Ça a été le pire de tout. C'est ce qui a précipité le chaos. Hein. Et puis moi, je dis toujours, si au lieu de dire 50 millions de Français de Dunkerque-Antaman, recette, ça c'était exclu déjà. Alors pourquoi l'avoir dit? Ça ressemble à rien. Pourquoi l'avoir dit? Hein, je pense qu'il aurait mieux fait de dire, il avait les pleins pouvoirs. Hein. Il avait les pleins pouvoirs, il faisait absolument tout ce qu'il voulait, il le faisait. Hein. Donc, au lieu de nous mener à tous en bateau,
il aurait été préférable qu'ils nous disent les Français d'Algérie, vous avez, mettons, 10 ans pour rentrer ou pour rester en Algérie. On va essayer de faire une coopération intelligente. Les gens qui pourront rester, le sang n'avait pas coulé encore. Le sang n'avait pas coulé encore. Les gens qui veulent rester en Algérie pourront rester dès le moment où on était sûr d'être sécurisé et tout. Ça aurait pu se faire parce que il n'y avait pas la haine avec les habitants d'Algérie. Il n'y avait pas la haine avant les attentats de la guerre d'Algérie. Alors après, c'est sûr que les pieds noirs, on était tous pro-OAS, parce que c'est le seul mouvement qui nous soutenait un petit peu. On a tous misé. En plus, il y a une époque où l'OAS c'était quelque chose de puissant quand même. Il s'en est fallu de peu pour que ça bascule en France aussi. Avec les grands généraux, l'élite de l'armée française, toute l'élite, les 4 étoiles et compagnie qui ont basculé. Il s'en est fallu de très peu. Donc après, c'est sûr qu'avec quand De Gaulle quand il y a eu ces fameux accords d'Évian et tout, où on a bien senti qu'on était fichus. On était fichus. Donc la planche de salut, c'était l'OAS. On avait mis nos espoirs dans l'OAS en disant, bon, c'était complètement débile. C'était complètement débile. C'était irréalisable. Oui, ça aurait pu se réaliser si ça avait basculé en métropole. Bon, ça a capoté, tout le monde a été arrêté, et puis il y a eu ces fameux accords d'Évian, donc là, ça a été terrible. Là, ça a été terrible. C'est cette période trouble où l'armée française est restée arme au pied, monsieur. Quand il y a eu des événements graves, ils sont restés armes au pied, où il y a des Français qui se sont fait tuer, et l'armée française avait des ordres, sont restés armes au pied. Donc alors, plus après, il y avait l'OS de l'autre côté, le FLN, il n'y avait plus d'armée, donc là, les barrages sur la Tunisie, sur le Maroc, ça circulait dès qu'ils étaient poursuivis, ils allaient ou en Tunisie ou au Maroc. Du côté de chez vos parents, là aussi, en Kabylie, ça a été en Kabylie, cette région montagneuse, c'est tout boisé, c'était très facile à prendre le maquis. Alors la nuit c'était au maquis, et dans la journée, dans la journée c'était dans le maquis, et la nuit ça descendait, ça faisait des attentats. Voilà, ça a été terrible. C'était une guerre civile, un peu, ça a été terrible. Il y a des deux côtés, il y a des bons et il y a des mauvais qui ont payé les pots cassés. Moi, j'ai perdu mon père, en Algérie. Il était sur le pas de la porte de son bistrot, parce que c'était un pied noir, un vrai, qui disait, moi je suis sur le pas de la porte, et mes clients, ils n'auront jamais rien du tout. En fait, il y a une voiture qui est passée, il passait et il mitraillait. Donc mon père a été assassiné. Cette voiture a continué sur Kouba, à mitrailler sur l'Herbisseau. Il y a eu tout le long du parcours, il y a eu 2-3 morts à droite, 2-3 morts au total. Il y a eu 50, 60 ou 70 personnes de tuées. Alors là, les gars qui étaient tués étaient ramassés, ils allaient à l'hôpital de Mustapha. C'était le grand hôpital d'Alger. Bon, c'était affreux. C'était affreux. J'imagine. Ah oui, c'était affreux. Moi, j'étais pas là quand mon père était tué. J'étais dans le Constantinois. J'avais été avec un inspecteur d'académie pour réceptionner des classes qui allaient être brûlées. Donc, j'ai reçu un télégramme.
il fallait que je rentre. Votre père est décédé, donc je suis entré et j'ai été reconnaître le corps à l'hôpital Parnay, mais il y avait des dizaines et des dizaines de morts. Après, il y a eu des événements, vous avez entendu parler des événements de la Grande Poste aussi. C'était vraiment affreux. Affreux. Qu'est-ce qui s'était passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'il y avait... il y a eu des régiments qui ont recruté des anciens FLN, des gens qui demandaient qu'à tuer, on dire comme ça. Donc, à la Grande Poste, c'était une manifestation comme on voit aujourd'hui en France, l'Algérie française, quand il y a eu soi-disant un coup de feu tiré. L'armée française, soi-disant, qui était là, en fait, c'était pas l'armée française, c'était passé déjà dans le domaine de la séparation. C'était une armée FLN qui a ouvert le feu sur des manifestants comme ça, le mari, la femme, les enfants. Vous savez, quelquefois, tiens, ça manifestait, on va à la manifestation. Bon, et là, il y a eu je ne sais pas combien de centaines de morts. On voit souvent sur Internet, on voit cette tuerie. Moi, j'ai des amis du lotissement Michel qui ont été tués, là, des gens qui... Bon, bien sûr, qui étaient politisés, forcément, mais qui étaient des pacifistes qui demandaient qu'une chose, c'est de vivre tranquille. Ils avaient été à la manifestation. Bon, ben voilà, ils ont été tués par l'armée française. Dont un nommé, je fais toujours un petit aparté parce que c'est intéressant. Un garçon qui s'appelait Monsieur Pusservert. Il était deux frères, c'était des Espagnols qui étaient arrivés en Algérie à l'époque aussi, et eux, ils ont gagné la nationalité française. Ils l'ont gagné parce que ils se sont engagés pour la Grande Guerre, la guerre de 40, ils se sont engagés dans les corps francs. Vous savez ce que c'est, les corps francs, C'était les premières lignes qui avançaient, et il y en a très peu qui réchappaient. C'est un garçon donc qui désirait vraiment gagner cette nationalité française, s'était engagé. Ils ont fait toute la guerre. C'est-à-dire qu'ils sont partis d'Algérie, ils ont fait la campagne d'Italie, Monte Cassino, jusqu'en Allemagne. Et ils avaient réchappé tous les deux. Et donc, à la Grande Poste, il y a un des deux frères qui s'est fait tuer par l'armée française. Bon, c'est dur, Des garçons avec des médailles gagnées au feu. Massona Jean, 38 ans, médecin des hôpitaux, chef de service au centre hospitalier et universitaire d'Alger, médecin capitaine de réserve, croix de guerre 39-45. Tué dans l'exercice de ses fonctions, victime de son devoir,
se rendait au chevet d'un jeune malade, se trouvait près de l'horloge de la grande poste. S'était lancé au secours d'un jeune garçon tombé fauché par les balles, s'est agenouillé, a sorti un garrot de sa poche. 2 soldats arabes se sont approchés, l'un d'eux portait une mitraillette. Le docteur Massona l'a regardé, et l'homme armé a, semble-t-il, hésité un instant. Alors l'autre soldat a crié « Tire, tire !» et le coup est parti. Georges Bayard, 58 ans. Ancien combattant 39-45, il manifestait ce 26 mars, avec tant d'autres, son soutien aux habitants de Bab el-Oued. Il se trouvait devant la grande poste quand la fusillade éclata. Il courut, chercha à se réfugier derrière une porte cochère de l'immeuble le plus proche. Il finit par se réfugier dans le premier immeuble possible près de Natalis. Il fut poursuivi à l'intérieur par un tirailleur qui lui a tiré à bout portant une balle mortelle dans la tête. Lorsque nous nous sommes tous rendus en dernier lieu à la morgue Mustapha pour embrasser papa une dernière fois, nous avons eu un choc. La morgue avait été vidée de ses cadavres en pleine nuit par l'armée française. Mon père, comme beaucoup de victimes, avait été enterré clandestinement. Comment vous êtes parti, dans quelles conditions? Oh, mon pauvre ami, Eh oui. c'est la débâcle. Oui. Encore nous, on n'a pas été malheureux. On n'a pas été malheureux. C'est le département d'Oran où il y a eu des massacres. Il y a eu un massacre où les gens allaient au bateau, ils se sont fait ramasser. Hein, il n'y avait plus d'armée. Il y avait encore l'armée, mais l'armée française est restée armoupie. Hein. Je crois qu'il y a eu 5000 disparus. Ouais, énorme. Et les types, ils ont été massacrés. Personne ne les a protégés, rien du tout. Ils ont été livrés, c'était juste après l'indépendance. Ils ont été massacrés. Femmes, enfants, vieillards, ils ont disparu de la circulation.
Ou pas encore? Si vous voulez, ces massacres d'Oran, moi j'ai dû lire après sur Internet et sur des bouquins, j'ai dû le lire, je l'ignorais. Ah d'accord, oui. Je l'ignorais. Mais vous, à votre niveau, quand vous avez commencé à partir, c'est quand l'indépendance était tombée ou c'était un peu avant? Avant, ça a commencé à partir avant. Vous avez réussi à vendre votre commerce et tout ça? Rien. Vous êtes parti, vous êtes Tout laissé. Tout laissé. Nous, on est rentré pour vous situer un petit peu. C'est un petit peu la situation générale des gens. Hein. Moi, donc, je suis resté à Alger parce que je comptais bien y retourner. Mais quand même, je ne voulais pas prendre de risques. Donc, j'ai dit à ma femme, ma fille est née en 60, donc elle avait 2 ans. Hein, ma belle-mère qui venait d'être veuve, mon beau-père est mort en 60. Et ma belle-mère, donc, avec ses 2 enfants. Hein, vous voyez, c'était que des femmes et des jeunes, hein, avec des valises. Alors, on a pris tout ce qui avait de valeur. On a tout laissé, tout. Ouais, ça a dû être terrible, ça. On n'était pas propriétaires, nous. Hein. Ouais. Non, mais même de laisser la tombe de votre père, de laisser tout sur place, ça doit être... Oui, c'est dur. Oui, c'est dur. C'est dur parce que... en fait, si vous voulez, bon, moi, je pensais y retourner. Donc, mon logement, je l'ai laissé à un ami qui est resté, à un malgache, un garçon de Madagascar. Alors, je lui ai dit, écoute, puisque tu sais pas où... Il était à l'hôtel, il était militaire. Alors, je lui ai dit, ben, tu prends mon logement. Donc, j'ai laissé, en disant, c'est sécurisé. Donc, je l'ai laissé là, et je lui ai dit, bon, ben, quand je reviendrai, hein, où tu auras trouvé un logement, où la situation aura évolué. Donc, si vous voulez, hein, bon, après, j'ai compris. J'ai compris que je n'y retournerai pas. Mais là, j'étais très content de sauver ma peau. J'étais très content, parce qu'en 60, à l'indépendance, j'étais à Alger. Pendant une semaine, je ne suis pas sorti de chez moi. Hein. De la folie. Les camions chargés de musulmans. Je pense qu'il ne fallait pas tomber. Il fallait pas tomber là dans une manifestation ou autre. Parce que là, vous étiez... Ah ouais. Et surtout les femmes. Surtout les femmes. Là, à l'indépendance, déjà, on peut dire qu'il y avait plus de 90%. Le jour de l'indépendance, il y avait plus de 90% je pense, qu'il y avait plus de 90% des Français d'Algérie qui étaient rentrés en métropole. Ça a été difficile, hein. Et quand vous êtes rentré en métropole, vous vous êtes senti bien accueilli ou... Ah, alors là, c'est une autre histoire. Là, on a été accueillis à Marseille par des amis. Par des amis d'une tante qui avait vécu des années... Oui, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait ma femme, ma belle-mère, et il y avait aussi Tata Juju qui habitait avec nous, qui avait vécu pendant 25 ou 30 ans à Marseille. Donc... elle avait des amis qui nous ont accueillis gentiment. Ma femme est restée avec ma petite, et puis ma belle-mère et ses enfants, et elles sont restées 15 jours ou 3 semaines accueillis chez ces gens-là. Respect. Voilà, donc après, moi, j'ai pas oublié que mon père a été tué, mais on ne peut pas vivre toujours avec la haine, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, donc, on l'a laissé quand même, on l'a laissé en Algérie, on l'a laissé à Hussein-D. Donc bon, c'est un petit peu. Non, c'est pas un petit peu dur, ça a été difficile. C'était difficile. Bon, donc, ben c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, on oublie
on oublie, on pardonne, je ne sais pas, c'est la guerre. C'est la guerre, avec les atrocités qui se passent des deux côtés. On a chacun de son côté a l'impression d'avoir le droit pour lui. Bon, après, vous savez, où je suis vraiment malheureux aussi, c'est quand j'entends la repentance. Quand j'entends ces histoires de repentance, ça me fait mal, hein.